Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur CNews. Les Gilets jaunes remettent le couvert. Avec quelle force de frappe cette fois? Le mouvement est-il déjà en train de s'essouffler ou au contraire de remobiliser les troupes pour occuper constamment le terrain? En tout cas, le week-end va être crucial pour jauger l'état de cette mobilisation. Un succès, et c'est sans doute la voie vers autre chose. Une faible mobilisation, au contraire, pourrait signer une victoire en quelque sorte de l'exécutif. En tout cas, Christophe Castaner a fait un état des lieux de la sécurité prévu pour ce deuxième round. Il a d'ores et déjà noté une baisse de moitié des effectifs par rapport à hier. On va l'écouter, le ministre. J'en appelle une nouvelle fois à la responsabilité des organisateurs. La liberté d'expression leur sera garantie, mais elle ne peut pas s'exercer au détriment de la sécurité, de l'ordre public, du droit de chacun d'aller et venir. Au fond, du droit de chacun d'avoir demain une vie normale. Il n'y a pas de liberté sans ordre public. Il est nécessaire que chacun entende cela. Yohann Usaï du service politique de CNews. Vous avez évidemment suivi avec nous cette allocution depuis la place Beauvau. Changement de ton et de tempo aussi. Oui, effectivement, Christophe Castaner, d'abord, il anticipe éventuellement les critiques qui pourraient être faites à l'encontre du gouvernement si jamais il y avait des débordements demain à la fois sur le Champ de Mars, mais plus généralement dans Paris. Alors, sur le Champ de Mars, on a bien compris qu'a priori, ça allait plutôt bien se passer parce que le gouvernement a l'habitude d'organiser ce genre de manifestations. On a eu l'habitude d'y voir des concerts, on a pu regarder des matchs de foot. Donc, le gouvernement, le ministère de l'Intérieur a l'habitude d'organiser des manifestations ici. Ce sera encadré. Christophe Castaner n'a pas voulu donner le nombre exact des forces de l'ordre qui seraient mobilisées. On a bien compris que visiblement ce serait très encadré. La crainte du ministre de l'Intérieur, elle porte plus sur ce qui pourrait se passer dans Paris, aux abords des lieux de pouvoir qui seront là interdits à tout rassemblement. On parle de l'Élysée, de Matignon, de l'Assemblée nationale. Donc Christophe Castaner anticipe déjà ces critiques-là qui pourraient être faites. Un gouvernement qui ne serait pas capable d'assurer la sécurité des Français et là des Parisiens. Et puis le ministre prend quand même bien garde à dire qu'il est très attaché à la liberté d'expression parce que ça c'est une accusation qui est portée par les Gilets jaunes et qui a été portée tout au long de la semaine qui vient de s'écouler par le Rassemblement national, le gouvernement qui chercherait à étouffer cette mobilisation, à l'empêcher de se développer. Donc là, Christophe Castaner a essayé de jouer en quelque sorte l'équilibriste. Merci Yohann. En tout cas, ce samedi jaune pourrait bien se transformer en journée noire pour les commerçants de la capitale. La semaine dernière, certains avaient été contraints de fermer boutique alors que de nombreux manifestants convergeaient vers l'Élysée. Jérémy Charrier et Florian Paume sont allés à leur rencontre à la veille de ce nouveau rassemblement. Regardez ce reportage. Noël Thiou est serveur dans ce café rue Royale entre la place de la Concorde et le palais de l'Élysée. Malgré l'interdiction de manifester dans ce quartier, ce serveur craint l'imprévisibilité du mouvement des Gilets jaunes. Il manque cet encadrement, peut-être des syndicats ou des gens soient rajoutés dessus, mais il n'y a pas assez. Ça part un peu dans tous les sens. Moi je sais que samedi dernier, il aurait fallu d'une étincelle et puis on est à côté de l'Élysée. À quelques mètres de là, cette propriétaire d'une boutique de vêtements pour enfants redoute surtout un manque à gagner. Quand il y a des mouvements de foule, quand il y a des problèmes dans le quartier, systématiquement, la sécurité barricade le secteur. Donc ce qui fait que nous, en tant que magasin, pas de clients, pas de piétons, donc c'est pas la peine qu'on reste là. C'est très ennuyeux pour nous, voilà, parce que les chiffres d'affaires, on approche des fêtes de Noël. Voilà, pour nous, c'est quand même pénalisant. La confusion est encore totale sur le lieu de rassemblement. Les Gilets jaunes seront autorisés à se regrouper au Champ de Mars, alors qu'ils voulaient initialement le faire près de l'Élysée. Voilà, et puis l'Élysée a expliqué hier que le président exposerait ses choix en matière d'énergie, notamment sur le nucléaire, afin d'élaborer la très attendue future programmation pluriannuelle de l'énergie. Pour répondre aux Gilets jaunes, le président va sans doute donner le cap de la transition écologique. Charlotte Onfroy-Barrier. Les Gilets jaunes vont-ils réussir ce que les syndicats et partis politiques ne sont pas parvenus à faire avant eux? Pour la première fois depuis le début du quinquennat, Emmanuel Macron lâche du lest. Mardi, il annoncera des nouvelles mesures et une négociation sur l'ensemble du territoire pour rendre la transition écologique acceptable et démocratique. Le président nous a dit on continue, on maintient le cap sur la transformation du pays, notamment en matière d'écologie. Ce n'est pas contradictoire. En même temps, nous sommes à l'écoute des Français. Et donc, il faut savoir, en effet, bouger sur le fait qu'il y a une demande. Mais le gouvernement l'assure, l'objectif et le calendrier de la transition écologique seront maintenus. Pas question de plier face au mouvement des Gilets jaunes.
le gouvernement ne va pas renoncer, il va continuer. C'est un devoir pour les futures générations que de traiter le problème de la transition énergétique. Ce qu'il faut, c'est accompagner ce mouvement par des mesures pour que les populations ou les citoyens qui souffrent le plus ne souffrent pas de cette transition énergétique. Pour Emmanuel Macron, le défi est double. Le chef de l'État doit anticiper les hausses à venir sans pénaliser les territoires ruraux. Et la pression est forte. Selon un sondage Odoxa, 77% des Français soutiennent aujourd'hui les Gilets jaunes. Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Voilà l'occasion toute trouvée de vous faire réagir sur les annonces de la fameuse transition écologique. Je vous ai vu réagir déjà pendant le sujet. C'est intéressant parce que là, le paravent du gouvernement, c'est de dire nous avons un cap pour la transition écologique, c'est important, etc. Mais alors hier, l'ancien ministre de la transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, était l'invité de l'émission politique, disait que justement, quand lui avait travaillé sur le dossier de la taxation carbone, il avait alerté de suite que travailler comme ça l'offre et la demande en augmentant le prix ne serait pas un outil qui fonctionnerait, parce que pour que ça fonctionne, il fallait que les gens aient d'autres moyens de transport et des alternatives, que ce soit pour des alternatives avec des véhicules personnels ou pour des transports en commun. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles il est parti. Donc entendre aujourd'hui le gouvernement psalmodier qu'il faut que tout le monde puisse être accompagné, etc., alors qu'on sait, puisque la personne la plus concernée a donné l'aveu, la véritable trajectoire qui était celle du gouvernement, c'est-à-dire de prendre l'écologie comme un prétexte et pas de s'emparer de l'urgence écologique qui est réelle, c'est quand même assez drôle. Ça a dû apporter de l'eau à son moulin. D'une certaine manière, il doit être conforté dans sa décision, Nicolas Hulot, aujourd'hui. Je pense qu'il est très conforté dans sa décision, mais par contre, il est comme tous les autres écologistes dont je suis, c'est-à-dire qu'il est inquiet. Là, on a peu de temps si on veut inverser la trajectoire absolument terrible du réchauffement de la planète. Et là où c'est encore plus terrible, c'est que les gens qui sont dans la rue aujourd'hui et les plus pauvres qui sont les plus concernés, sont eux qui vont vraiment payer l'addition au final. Et qu'il y a une injustice terrible à faire ce qu'a fait le gouvernement, c'est-à-dire enclencher juste une taxation supplémentaire, parce qu'il fait deux choses. Oui. D'une part, il dégoûte, ou il fait peur en tout cas, il donne une peur de la transition écologique à toute une partie de la population, et d'autre part, il développe quelque chose qui est tout aussi compliqué, c'est qu'il donne la peur de l'impôt. Or l'impôt, ça sert pas les plus riches, ça sert les plus pauvres. Ça aide à payer, c'est ce qui finance les écoles, les hôpitaux, les maternités. En fait, c'est ce qui permet de donner un peu d'égalité en France. Et donc, les deux choses qui sont nécessaires pour une justice sociale, en fait, il les fait voler en éclats. Amélie Le Breton, il s'est trompé de message, le gouvernement, lorsqu'il a annoncé cette nouvelle taxe ? Il y a eu effectivement, je pense, un problème dans le rapport à ce que pouvaient attendre les Français sur le pouvoir d'achat, parce qu'il y a eu une multitude d'actions vis-à-vis des retraités, vis-à-vis de la CSG, vis-à-vis même la taxe d'habitation, ça n'a pas été compris parce que les effets ne sont pas aussi puissants que ce que le gouvernement veut bien le dire, ou ne sont pas aussi palpables pour les Français. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit plus ce qui s'ajoute au budget d'un ménage que ce qui s'enlève à la fin du mois. Et là, ne pas avoir pris le temps de regarder les alternatives, peut-être que ça a été leur erreur, parce qu'on parle encore de taxes et toujours de taxes. Et ça, je pense que le lien avec l'impôt, il est extrêmement intéressant, parce que demain, c'est est-ce que je vais payer mes impôts, est-ce que je vais me rebeller contre ce devoir de citoyen ? Christine Kelly, en tout cas là, l'exécutif, il va être vacciné pour un petit moment avec cette sorte de taxe, parce qu'il y a tellement de taxes que s'il en pond une nouvelle, je pense que ce sera la bronca. Oui, c'est fou de constater qu'en fait, l'exécutif actuel paye l'addition de toutes les décennies passées. Et aujourd'hui, nouveau monde, mais on n'accepte plus. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron paie effectivement cette nouvelle taxe, mais aussi tout ce qui s'est passé les années précédentes. Et le Français semble dire « je n'en peux plus, je n'arrive plus à m'en sortir ». Deux possibilités ont été proposées cette semaine. Celle de François Bayrou qui dit la taxe flottante, il faut la réinstaller, c'est-à-dire lorsque le prix du pétrole augmente, on baisse les taxes. Il faut quand même rappeler que ça, c'est dans les années 2000, ça ne tient plus la route aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus de croissance, on n'a plus les moyens, on est en déficit absolu. L'État ne peut plus financer avec un prix du baril qui va exploser, on ne sait pas pendant combien de temps et combien de décennies, on ne peut plus
soutenir cette possibilité. L'autre possibilité, celle dont a parlé notamment Nicolas Hulot hier, en disant qu'il faut flécher, effectivement, garder cette taxe qui a été instaurée, et puis flécher pour les plus démunis le chèque énergie, la prime justement à la reconversion. Et peut-être que c'est là que Emmanuel Macron, d'après ce il semble annoncer, peut-être que c'est là sur la transition écologique qu'il va peut-être essayer de faire de nouvelles annonces, lesquelles on ne sait pas. Cela dit, c'est aussi intéressant de constater que l'éventuel terrain de dialogue qui se dessine pour mardi serait sur l'écologie, gros enjeu pour les européennes, alors que sur le terrain, l'angoisse grandissante est plutôt sur le pouvoir d'achat. Sur le pouvoir d'achat, effectivement. Vous avez de grandes attentes par rapport aux annonces qui vont suivre ? Vous nourrissez un espoir ou... Ça fait très longtemps que j'ai renoncé à avoir un quelconque espoir en matière de transition écologique de la part de ce gouvernement. Étant donné le constat qu'en fait Hulot, je pense qu'on ne peut pas espérer grand-chose et c'est très inquiétant. Mais sur les leviers d'action, il y a d'autres endroits où il y a beaucoup d'argent qui n'est pas du tout ponctionné. Il y a notamment sur le kérosène, sur le fioul lourd pour les cargos. Et si vous voulez, juste pour vous donner une petite idée, sur le kérosène, ça représente entre 3 milliards et 3 milliards et demi. L'argent qu'on laisse et qu'on ne taxe pas. Ce qui représente environ 80 € par foyer et par an en économie d'impôt possible. Oui. C'est-à-dire en argent qu'on pourrait mettre directement à la transition. Le gouvernement ne fait pas ce choix-là. Alors vous allez me dire, ça fait des avions plus chers, on ne peut pas partir en vacances. Mais en fait, c'est pas vrai. Ça fait pas beaucoup plus cher. Ça fait quelques euros de plus sur les transports. Et puis tout le monde ne prend pas l'avion. Il faut arrêter de dire ça aussi. Enfin, j'entends souvent, oui, mais alors on ne peut plus aller à Barcelone pour 60 €. Mais en fait, la moitié des gens qui sont dans la rue en ce moment, ils n'ont pas les moyens de partir tous les week-ends à Barcelone pour 60 €. Il faut arrêter aussi de croire que mais ça vous paraîtrait plus avec juste les moyens de Darmanin qui payent comme genre de 200 taxe. € son restaurant. Ça vous paraîtrait plus juste parce que plus ciblé, mais ce serait pas sur le loisir pour le coup là, plus sur le transport, mais sur vraiment. Ce serait sur le transport, le temps de loisir. Et puis d'autre part, comme vous le disiez très justement, il faudrait que cet argent soit fléché. D'ailleurs, c'est une des revendications des 1 million de personnes qui ont signé la pétition de Priscilla Ludowski. Et mais ce que dit le gouvernement là, puisque vous parlez de taxer le kérosène pour les avions, ce que dit le gouvernement, c'est que si on est les seuls à le faire en France, eh bien sur un vol, vous avez évoqué un Paris-Barcelone, vous allez pénaliser les compagnies françaises comme Air France qui va taxer les vols, et les compagnies espagnoles qui proposeront le même service, elles ne seront pas taxées. Donc il y aura un déficit de compétitivité, c'est la réponse du gouvernement. Je croyais qu'Emmanuel Macron était profondément européen et que donc il défendait énormément de choses avec sa grande amie Angela Merkel sur la scène européenne. Donc défendre en fait l'avenir de la planète sur la scène européenne, je pense qu'il en est capable s'il le décide. C'est aussi une question européenne. Il y a la question des vols intérieurs et puis il y a la question des vols internationaux. Et en fait, mais Nicolas Hulot l'a très bien redit hier soir, je suis désolée que nos propos se rejoignent, mais en fait, on nous dit que tout ça est impossible. Sauf qu'il y a quelque chose qui est très très possible aujourd'hui, c'est que la planète, elle va commencer à nous dire que notre vie sur elle est impossible. Donc à un moment donné, oui, elle a commencé, mais là, elle va le faire plus rudement. Ouais. Et là, on l'a déjà vu tout cet été, on le voit avec les incendies en Californie, etc., etc. Ça n'arrête pas. Donc à un moment donné, le gouvernement a deux choix. Ou celui du pragmatisme, c'est-à-dire de sauver l'ensemble des personnes qui sont ici, ou alors celui financier, de ne sauver que quelques-uns, qui auront toujours les moyens de trouver le dernier espace qui reste pour vivre tranquillement. Et là, de ce que je lis de la direction que prend le gouvernement, il a fait le choix très clair de ne sauver que quelques-uns. Et ça, ce n'est pas normal. C'est ce qui déclenche aussi la colère dans la rue. Parce que ce que disent les Gilets jaunes, c'est « nous, on paye, mais l'ISF s'est supprimé ». Et cette inégalité-là, elle n'est plus possible. Merci. Vous restez avec nous. On va marquer une courte pause et on revient bien sûr parler de cette mobilisation des Gilets jaunes. De quelle ampleur sera-t-elle ce samedi alors qu'on en sera au 8e jour de mobilisation? On attend autour de 30 000 personnes à Paris avec ce point de rassemblement du Champ de Mars si décrié par les politiques notamment de droite qui sont en charge du 7e aujourd'hui. On en reparle dès le début de notre prochaine édition. Restez avec nous dans Punchline. Punchline, le retour sur CNews, vous le savez, au 8e jour de la mobilisation des Gilets jaunes demain. Il y a encore une inconnue sur la participation réelle. Il y a eu un point de la place Beauvau ce soir pour déterminer exactement quel sera le dispositif de sécurité. Il s'agit de tirer les enseignements des couacs qu'on a aperçus la semaine passée, samedi dernier en particulier dans la capitale. Et à cet effet, eh bien, je vous rappelle que c'est le Champ de Mars qui a été ciblé par l'exécutif pour recueillir le lot des manifestants
manifestants pour permettre de sécuriser ce périmètre. Et puis, au cours de son allocution depuis la place Beauvau, Christophe Castaner a parlé d'une opération du RAID qui a eu lieu dans un centre commercial d'Angers. Un forcené vêtu d'un gilet jaune et tenant une grenade à la main, vous voyez sur ces images, qui pourrait être lacrymogène, demandait à ce moment-là que les gilets jaunes soient reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron, homme âgé d'une 50aine d'années qui était connu des services de police. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre. Une personne dotée d'un gilet jaune s'est présentée à proximité d'une station essence, a montré une grenade explosive, a indiqué qu'il était porteur de produits explosifs. Il a demandé à rencontrer le président de la République, mais avant cela, nous avons envoyé à la fois le RAID et les démineurs qui sont en cours d'évaluation du risque et de la situation. À l'heure qu'il est, je n'ai pas plus d'informations que cela. Christine Kelly, on sent aujourd'hui que l'exécutif est un peu préoccupé par la possibilité d'actes isolés, d'individus incontrôlables. C'est toujours ce qui se passe avec ces mouvements protéiformes qui ne sont pas vraiment, on va le redire encore, mais qui ne sont pas vraiment encadrés par des services de sécurité. Et puis les revendications, elles sont tellement multiples que chacun peut dire n'importe quoi. Oui, c'est vrai, à la fois de regard de gilets jaunes, on peut se dire, mais pourquoi ils insistent autant? On dirait qu'ils veulent vraiment nous décourager, nous démobiliser, nous dire qu'il ne faut pas manifester. Les gilets jaunes, ils disent sur le terrain, mais on nous prend vraiment pour des sauvages alors qu'on est quand même sympas. Ils ne sont pas tous sympas. Et ce qu'on constate, c'est que sur le terrain, c'est vrai que les gilets jaunes, c'est tout le monde. C'est à la fois le serveur qu'on a vu tout à l'heure dans ce reportage, qui va servir ses cafés et ensuite il va mettre son gilet jaune manifester. C'est un VTC, un chauffeur qui va conduire et ensuite il ira aussi faire un blocage. Donc les gilets jaunes, c'est tout le monde. C'est à la fois peut-être celui qui a fait, qui a porté sa grenade à Angers et c'est vraiment tout le monde. Et c'est là où est le danger et c'est là où est l'inquiétude du gouvernement. Oui. Que va-t-il se passer demain? Beaucoup de questions et c'est vrai, on le rappelle, on est quand même en période d'inquiétude terroriste. Alors s'ils partent globalement en ordre dispersé, eh bien à Paris, ça va rester un point de convergence majeur de ce mouvement. On attend aux alentours de 30 000 personnes, je vous le rappelle, dans la capitale. Et pour éviter les débordements, eh bien Beauvau souhaite que le rassemblement se tienne au Champ de Mars et non pas place de la Concorde. Je ne sais pas si Arthur Lindon est avec nous sur le terrain. Arthur Lindon, voilà, vous avez passé une bonne partie de la soirée déjà sur ce Champ de Mars et la Tour Eiffel qu'on aperçoit derrière vous. Vous êtes au bout du Champ de Mars, vraiment. Est-ce qu'il y a un peu plus de présence des Gilets jaunes? Est-ce qu'ils ont commencé à montrer le bout de leur gilet? Bon, je vous entends pas, Arthur. C'est pas grave, on va vous récupérer entre-temps, on va faire réagir nos invités. En tout cas, les réactions politiques, elles ont été très fortes. Amélie Le Breton, on a entendu tout à l'heure l'adjoint à Rachida Dati, l'adjoint à la maire du 7e, dire non, c'est pas possible. Déjà, la pelouse a coûté extrêmement cher et puis c'est pas normal qu'on ait été informé comme ça. C'est la première fois qu'on entend ça quand même. Hein, la première fois que, oui, l'excuse de la pelouse, vous voulez dire? Oui, c'est assez surprenant. 500 000 €. Bon. Et puis, il y a Marine Le Pen aussi qui en a remis une couche mêle sur un autre plan. Et ça vous avez relevé ça? Oui, parce que Marine Le Pen, elle a proposé, elle, que la manifestation se fasse, je crois, aux Champs-Élysées et pas au Champ de Mars. Pourquoi? Parce qu'elle a expliqué, et a raison, que le Champ de Mars, c'est un endroit extrêmement large, extrêmement grand, et que si vous avez une foule qui n'est pas assez nombreuse, on n'a pas un effet compact, et donc on a un effet de dilution. Or, quand on est sur des mouvements de manifestation, il y a un point crucial, c'est le visuel, parce que vous avez les télévisions. Et il y a deux points sur lesquels je voudrais revenir, parce que le visuel, il est abordé de deux façons avec les manifestations qui auront lieu demain. Un, sur ce Champ de Mars, qui est quand même très grand, qui va de la Tour Eiffel jusqu'aux Invalides. Si vous avez personne, les gens vont se dire, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, ils ont raté, ils ne sont pas mobilisés. Et il peut y avoir une démobilisation des forces elles-mêmes des Gilets jaunes. Et la deuxième chose sur le visuel, ce sera un point lié à la sécurité. C'est quand M. Castaner, le ministre, parlait des acteurs de l'économie qui peuvent être un peu inquiets. Et là, c'est les vitrines cassées. Oui. Si on a des images de télévision qui montrent des vitrines cassées, de la même façon, les Français se diront... On n'a que de la violence, donc je ne suis pas mobilisée pour eux. Donc, oui, là, ce n'est pas le cas clairement du Champ de Mars, espace très large, avec très peu de commerce et plutôt des zones résidentielles qui peuvent être donc enfin, la place de la Concorde, elle n'est pas non plus remplie de commerce et puis elle n'est pas non plus... Non, mais la place de la Concorde, ça avait été plutôt un
un point de repli à un moment donné aussi pour tous ceux qui sont revenus de l'Élysée ou des abords de l'Élysée quand ils ont été dispersés. Et effectivement, ils sont repassés par la rue du Faubourg, puis par la rue Royale. Et là, il y a pléthore de commerces et de vitrines de luxe en l'occurrence. Et puis, si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'on confond aussi célébration et manifestation et revendication, parce que souvent, on va célébrer sur les Champs-Élysées. On va applaudir. Rarement manifester, effectivement. On va rarement manifester quand même sur les Champs-Élysées, il faut le rappeler. Donc, appeler à manifester sur les Champs-Élysées, je comprends, mais au niveau de la sécurité, c'est quand même plutôt rare. Enfin, je n'ai pas souvenir d'avoir vu d'une manifestation sur les Champs-Élysées. Ah ben justement, on va écouter, puisqu'on en parle des commerçants, on va écouter peut-être les inquiétudes de ces commerçants qui se trouvent dans ce périmètre que je vous décrivais tout à l'heure, aux abords de la place de la Concorde et de la rue Royale. Eux, ils ont été aux premières loges samedi dernier lorsque il y a eu ce flot comme ça de manifestants qui sont revenus, repoussés par les forces de l'ordre au niveau de la rue du Faubourg. Noël Thiou est serveur dans ce café rue Royale entre la place de la Concorde et le palais de l'Élysée. Malgré l'interdiction de manifester dans ce quartier, ce serveur craint l'imprévisibilité du mouvement des Gilets jaunes. Et il manque cet encadrement, peut-être des syndicats où des gens soient rajoutés dessus, mais il n'y a pas assez. Ça part un peu dans tous les sens. Moi, je sais que samedi dernier, il aurait fallu d'une étincelle et puis on est à côté de l'Élysée. À quelques mètres de là, cette propriétaire d'une boutique de vêtements pour enfants redoute surtout un manque à gagner. Quand il y a des mouvements de foule, quand il y a des problèmes dans le quartier, systématiquement, la sécurité barricade le secteur. Donc ce qui fait que nous, en tant que magasin, pas de clients, pas de piétons, donc c'est pas la peine qu'on reste là. C'est très ennuyeux pour nous, voilà, parce que les chiffres d'affaires, on approche des fêtes de Noël. Voilà, pour nous, c'est quand même pénalisant. La confusion est encore totale sur le lieu de rassemblement. Les Gilets jaunes seront autorisés à se regrouper au Champ de Mars, alors qu'ils voulaient initialement le faire près de l'Élysée. Sandra Rugol de Europe Écologie Les Verts. En tout cas, il y a une autre manifestation, malheureusement, qui risque de se diluer un petit peu dans tout ça et qui risque de passer à la trappe. Et vous souhaitiez en parler? Oui, parce que demain après-midi, à 14h à Paris, place de l'Opéra, il y a aussi la manifestation Nous Toutes, qui est une manifestation pour lutter contre les violences, le harcèlement sexuel et sexiste que les femmes subissent chaque jour. Là, il y a encore des chiffres qui sont sortis. C'est plus de 80% des femmes qui témoignent avoir été victimes de violences sexuelles ou sexistes. C'est un chiffre qui est quand même tragique. Ça veut dire que sur ce plateau, en fait, on est 3,5 à avoir déjà été harcelés, insultés, frottés dans le métro, voire plus. Et en fait, cette manifestation s'est auto-organisée depuis des mois. Elle réunit toutes les féministes, même des tendances qui d'habitude ne se parlaient pas. Donc c'est un événement, un vrai événement dans la sphère militante, en tout cas celle pour les droits des femmes. Et c'est vrai que cette manifestation passe un peu à l'as aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup plus des Gilets jaunes. Je ne mets pas en concurrence les deux. Mais elles seront là néanmoins. Elles seront là, on sera là, néanmoins, pour être plus exact. On y accordera aussi une couverture. Tout à fait. Mais je tenais à le rappeler parce qu'il y a eu elles ont été obligées de modifier le lieu de manifestation parce que la préfecture leur a répondu que les Gilets jaunes allaient être trop près et que c'était dangereux pour elles. En fait, quand on arrive à opposer le peuple au peuple, c'est qu'on a quand même un problème. Et puis, il y a aussi cette question des journalistes. Christine Kelly, vous nous le rappeliez tout à l'heure, plusieurs journalistes qui sont prêts à partir. Il y a eu pas mal de femmes aussi, parce qu'ils sont journalistes et parce qu'ils ont subi des intimidations. Oui, et la phase a été différente. On a eu la phase, il faut rappeler que le mouvement a émergé, selon moi, d'après mon analyse, le 21 octobre, un article dans Le Parisien, et hop, ça émerge dans les médias. Depuis le mois de mai, la pétition, elle était partie avec Priscilla Ludowski, que vous avez citée. Ensuite, il y a eu une montée depuis le 21 octobre jusqu'à l'apogée, le 17 novembre, avec les médias qui relayaient à 100%. Ensuite, il n'y avait pas d'incident. Dès qu'on a commencé à avoir des incidents, les médias, dans leur rôle, ont commencé à parler des incidents, le mort, ensuite le deuxième mort, etc. Et là, les Gilets jaunes, certains minoritaires, ont pris à partie les médias. Ils ont aussi critiqué les médias, disant que les médias mentent au niveau du nombre de manifestants. Ce qui n'est pas tout à fait tort, c'est pas que les médias mentent, mais c'est-à-dire que lorsqu'on annonce 280 000 du côté du ministère
ministère de l'Intérieur, on sait que sur le terrain, en général, les manifestants, les organisateurs, ils annoncent beaucoup plus. Donc là, ils ont pris à partie les médias pendant un certain moment et ensuite, ils se rendent compte petit à petit que les médias restent quand même leurs alliés d'une certaine façon, entendons-nous bien, pour relayer leurs actions. On va partir sur le terrain pour retrouver Jérôme Rampenou, qui est du côté de Sainte-Eulalie en Gironde. Les Gilets jaunes se sont relayés toute cette semaine pour continuer à battre le pavé, à occuper l'espace. Et à côté de vous, vous avez une des organisatrices, j'imagine, de ce rassemblement local. Ah non, elle n'est pas organisatrice du tout, je suis désolé. Non, Marie-Luce est une gilet jaune, on va dire comme les autres. Elle fait partie de ceux qui se relayent régulièrement. Elle m'expliquait justement qu'elle n'avait pas pu venir le premier jour, c'est ça? Vous êtes venu le dimanche, le lundi, vous continuez à travailler et à chaque fois c'est ça, on s'organise suivant comment on travaille pour venir. Tout à fait. C'est-à-dire qu'un week-end sur 2 je travaille, donc malheureusement je ne peux pas être là. Mais dès que j'ai la possibilité, les jours où je ne travaille pas, je suis présente. Et je suis très active. Dès que vous avez une pause, là vous voyez, là tout à l'heure vous m'avez dit que vous alliez aller travailler, vous êtes venu un peu cet après-midi, vous passez régulièrement comme ça? Complètement. Là, malheureusement, demain, je travaille, donc c'est des longues journées, puisque ce sont des journées de 12 heures de présence, avec 10 heures de travail effectif. Donc, lever très tôt, arriver vers 20 heures. Donc après, c'est pas possible. Malgré tout, vous tenez à être là, à manifester avec vos camarades, parce que financièrement, vous me disiez, c'est très compliqué à la fin du mois. Vous l'avez vraiment senti, ces problèmes de taxes, c'est ce que vous dites, les petits salaires souffrent? Je l'ai senti, oui, bien avant. Là, je travaille depuis peu, mais parce que j'étais obligée de travailler, puisque j'avais une pension d'invalidité. Par la force des choses, obligée de travailler, puisque imposée donc, avec la CSG et la RDS, suppression de l'AH. Donc tout fait que, même dans un état de santé, on va dire, préoccupante, on est obligé d'y aller. Et avec un SMIC, lorsque vous avez 200 € de gasoil tous les mois, vous déduisez ça, il ne reste pas grand-chose. Vous enlevez 600 € de loyer, 350 € de charge, il reste 50 € pour manger, avec ma fille qui a 22 ans qui ne travaille pas. Ce qui fait que là, vous êtes prêt à continuer. Vous ne pouvez pas vous arrêter de travailler parce que ça serait jusqu'au moment impossible, mais vous êtes prêt à venir régulièrement relayer. Dès que le lendemain, vous ne travaillez pas, passer la nuit là, continuer tant qu'au gouvernement, on ne vous aura pas entendu, c'est ça? C'est ça. Parce que M. Macron entend, comprend, mais je pense qu'il a un problème d'audition, il a un problème d'écouter le peuple, parce que ce soit moi, que ce soit tous mes collègues, ou même tous les... beaucoup de retraités, oui, parce que quand vous voyez que là, il impose aussi pour des retraites de 1200 €, CSG, RDS, bon, ils n'y arrivent pas, tout le monde n'a pas une maison, tout le monde n'a pas un appartement, qui continue donc à payer, en sachant qu'une personne retraitée seule, avec 1200 € n'a plus droit aux APL. Donc des appartements T2, c'est sur Bordeaux, c'est 500-600 €. C'est impossible. Donc là, c'est impossible. Donc vous le voyez, c'est très compliqué pour ces personnes d'un certain âge. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ici sur ce rond-point depuis samedi, on le voit, quand on vient, il y a beaucoup de retraités qui se relaient. Il y a une mamie même qu'on a vue qui ne veut pas parler à la caméra, qui n'a pas vraiment envie, mais qui a plus de 70 ans et qui arrive à passer une nuit entière ici, sans bouger, parce qu'elle ne veut pas partir de ces points-là. Jérôme Rampenou en direct de Sainte-Eulalie. Merci à vous. On vous laisse avec les Gilets jaunes pour la suite de cette soirée. Je vous rappelle ce week-end spécial sur l'antenne de CNews demain matin à compter de 7h. Nos équipes qui vous feront vivre ce nouvel acte au plus près du terrain, vous le voyez, avec nos correspondants en région, mais aussi à Paris et évidemment sur le Champ de Mars. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour la suite de l'actualité. On reparlera de la mobilisation qui, semble-t-il, est très faible en ce vendredi soir. Veillée d'armes pour les Gilets jaunes. Merci Christine Kelly. Merci à vous Sandra Rugol et puis merci Amélie Le Breton de m'avoir épaulé et accompagnée sur ce plateau. Je vous laisse en compagnie de nos amis de 20h Foot et puis je reviendrai pour un JT après le 20h Foot. À tout à l'heure.